sur Bonheur FM 101.3. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au cœur du débat. Une émission qui vous parvient du lundi au mercredi sur Bonheur FM 101.3. Et dans ce nouveau numéro, il faut le dire, la Guinée est à un mois d'un double scrutin historique législatif et communal prévu le 31 mai 2026. Et déjà, la scène politique s'embrase. Alors, premier sujet dans cette émission, on parle, le Frondeg vient de claquer la porte. C'était ce mardi 28 avril, le Front démocratique de Guinée dirigé par Abdoulaye Yerobadé, arrivé deuxième à la présidentielle de décembre dernier, a officiellement annoncé son retrait du processus électoral. Le bureau politique réuni en session extraordinaire dénonce des violations graves et répétées du code électoral, accuse l'administration électorale de manque d'impartialité et pointe des rejets jugés sélectifs et discriminatoires et de ces candidatures. Donc, pour le Frondeg, les conditions d'un scrutin libre, transparent et équitable ne sont plus réunies. Le parti conteste même par avance, j'y arrive, la légitimité des résultats. Un coup de tonnerre à un mois des élections législatives. Donc, on en parle dans cette émission. Deuxième sujet, il faut en parler, l'affaire Badra Koné, ancien président de la délégation spéciale de Matam, également tête de liste du mouvement GMD pour les élections communales, comparaît ce matin même devant l'ACRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, pour des faits présumés donc du détournement de fonds publics transférés hier donc à la maison centrale de Conakry après plusieurs jours de garde à vue à la DCPI, j'y arrive donc. Ces partisans crient donc à la manœuvre politique et menacent même de boycotter les élections à Matam. Justice ou instrumentalisation? Nous posons la question donc dans cette émission. Alors, deux affaires, deux sujets importants, deux critiques à faire ou deux analyses, j'en sais pas trop. On rentre tout de suite là dans le débat avec vous. Tenema Doumbouya, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamara Abdoulaye et bonjour. Bonjour Ali Sané. Abdoulaye Kamara, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à nos techniciens qui nous accompagnent. Côté technique, ici à Conakry, c'est Amadou Kanté. Côté technique, radio. Alors, Mamadou Malal Diallo nous accompagne derrière les caméras. Merci à nos techniciens à l'intérieur du pays. Encore une fois, merci de nous préférer et bienvenue. Sur Bonheur FM 101.3, encore une fois, merci de nous préférer. Alors, dans cette émission, on en parle, je le disais à l'entame, deux sujets importants. Avant de venir avec vous sur l'analyse de cette situation, allons avec Ali Sané sur le premier sujet, le Frondeg qui se retire du processus électoral. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision de ce parti placé deuxième aux élections à l'élection présidentielle de décembre dernier? Bien sûr, on se demande très bien de quoi il s'agit, Abdoulaye Kamara, mais pour les informations que nous avons pu glaner, et ça et là, il faut quand même rappeler d'abord que planter le décor avant donc de venir au retrait. Il faut d'abord dire que ce retrait d'abord s'articule en deux étapes clés. Donc le 25 avril dernier, 2026 bien sûr, le Frondeg, le parti, a fait une mise en garde. Donc c'était donc lors d'une conférence de presse au siège du parti à Lambani, où le président Abdoulaye Yerobadé a dénoncé des dysfonctionnements structurels et menacé de se retirer, non seulement ses candidats si les irrégularités ne sont pas corrigées. Okay. Donc hier, le 28 avril 2026, donc le parti donc s'est réuni en session extraordinaire et le bureau politique du Frondeg a acté le retrait de l'ensemble de ses candidats mandataires et représentants, affirmant donc que les conditions minimales d'un scrutin équitable ne sont plus réunies. Voilà, donc le Frondeg fonde sa décision sur plusieurs violations précises de la législation électorale guinéenne. D'abord, quand on touche l'article 242, selon le parti dit que rapporte l'exclusion systématique de ces listes dans des zones stratégiques sur les circonscriptions concernées
il y a le Grand Conakry, donc la zone spéciale de Conakry qui est Matam, Ratoma, Lambani, Tomboli, Asangoya, Manéa et j'en passe. Également, il a parlé, le parti a aussi rapporté des irrégularités dans la violation de procédures, disant qu'aucune des candidatures déposées n'a été retenue dans les listes provisoires. Et le parti dénonce l'absence de motivation et de notification officielle dans le délai de 10 jours prescrit par l'article 242 du Code électoral. Également, le parti a aussi dénoncé des fraudes administratives. Donc, il accuse certains démembrements de l'administration électorale d'avoir tenté de remettre des documents antidatés pour justifier le rejet a posteriori, j'y arrive. Et donc, pour terminer, peut-être donner la parole à Tenema Doumbouya. Le parti aussi a cité des articles comme l'article 275 et 276 du Code électoral en parlant également des cautions électorales. Le parti affirme que le parti est une fixation unilatérale des cautions sans concertation avec les acteurs politiques. Le parti a dénoncé cela. Et aussi le blocage au trésor public dans plusieurs localités et les services du trésor public auraient refusé d'encaisser les cautions des représentants. Voilà, toute cette situation a prévalu vraiment au retrait du parti à ce processus électoral. Alors, Tenema Doumbouya, on a écouté un peu le décor de cette situation que je qualifierais un peu inquiétante parce que nous nous tendons vers la fin. On estime quand même qu'on était dans une situation d'accalmie où les politiques se comprennent entre eux avant de sortir sur la place publique. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas parce que on se rappelle encore, sans t'interrompre tout de suite, on se rappelle après les élections, après l'élection présidentielle, le parti avait aussi menacé a même déposé des recours, mais qui n'ont pas abouti parce qu'il a désisté à la dernière minute. C'est pourquoi je me demande, ce refus dénoncé par le parti politique, c'est une sanction contre cette dénonciation qui avait été faite lors de l'élection présidentielle. On se demande. Parce que, pas plus tard qu'avant-hier, on parlait ici de ce refus des agents des trésors publics de recevoir quand même les cautions et qui pouvait permettre aux différents candidats de venir présenter leurs dossiers dans les différentes communes, dans les différentes préfectures. Alors ça a posé un problème. Je le disais ici, aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent simplement sanctionner, comme je le disais tantôt, le Frondeg, parce qu'ils avaient voulu protester récemment, ou bien simplement c'est parce que ils se disent que c'est l'unique parti aujourd'hui qui peut créer peut-être des problèmes au GMD. Parce qu'il y a ce problème-là. Mais je pense qu'il suffit de battre campagne. On a vu ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle et il n'y a pas eu une concurrence assez rigoureuse entre les partis politiques parce que l'unique parti qui pouvait tenir un peu tête, c'était le Frondeg. Mais on a vu combien de pourcents Frondeg a pu obtenir. Est-ce que c'est ce qui effraie aujourd'hui les candidats des autres partis politiques? Ou bien c'est l'administration simplement qui a estimé que les documents qui ont été déposés avaient des problèmes. Parce qu'il faut tenir compte des deux cas. De l'autre côté, Frondeg peut être un parti qui peut avoir beaucoup de chances, qui peut être accompagné par beaucoup d'autres militants des autres partis qui sont déjà dissous. Cela peut effrayer les partis adverses. Il peut y avoir aussi que le Frondeg, même en déposant des documents, a commis des erreurs et que cela pousse l'administration aussi à profiter de ces erreurs-là pour les mettre à l'écart. Tout cela peut y arriver. Alors, ce qui reste clair, c'est que dans pareil cas, il faut se rassurer. En déposant un document, il faut être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien qui puisse pousser quiconque à rejeter le document. Comme ça, on peut trouver des sources ailleurs, mais que cela ne soit pas lié au document présenté pour la candidature ou bien pour des candidatures. De l'autre côté, ce retrait, moi, m'enseigne des choses. D'abord, ça peut impacter le parti parce qu'il a présenté beaucoup de candidats. On reviendra sur cela tout de suite là, parce que tellement je voudrais bien savoir le Frondeg, bien sûr, qui rejette, qui quitte
donc le processus. Alors, candidat dans combien de communes aujourd'hui et combien de circonscriptions? Et revenez sur ces informations pour nous, Ali Sané. Le Frondeg est candidat dans combien de communes pour savoir jusqu'où le parti était impliqué dans ce processus. Donc, le parti rapporte que le parti a été candidat dans beaucoup plus de circonscriptions. Quand, par exemple, je citais la zone spéciale de Conakry, Matam, Ratoma, Lambani, Tombolia, Sangoya, Manéa. Et la région de Kankan, il y avait Sigiri, Kintinya. Et à Bofa, il y avait Tamita et Kouria. Et enfin, il y a Boké, la région de la préfecture de Boké et la sous-préfecture de Sangaredi. Ça sont les circonscriptions concernées où le Frondeg devrait retirer tous ses candidats et représentants. Alors là, il y a un souci. Je pense, oui, le parti. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part le parti peut avoir raison si réellement, parce que parmi les différentes préfectures du pays, et si on se retrouve seulement dans la zone spéciale de Conakry et Boké et Kankan, je pense, vous ne voyez pas que le parti ne voulait pas quelque part se contenter du minimum, parce que ça c'est le minimum qu'un parti positionné deuxième lors de la présidentielle. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des grands partis politiques quand même du pays, qu'on le veuille ou non. Alors, se retrouver comme ça avec peu de candidats, je pense que ce n'est pas religieux et c'est ce qui a poussé justement, à mon avis, ce parti à se rétracter à la dernière minute. Mais est-ce que c'est la solution? C'est la question principale que je me pose. Ils ont cité des partis ou des communes où leur candidature a eu des problèmes, a eu des soucis. Mais est-ce que c'est ce qui, c'est seulement dans ces zones-là ils ont eu des problèmes? Si oui, alors, quels ont été des problèmes majeurs? Est-ce que c'est seulement lié à ce problème de dossier antidaté-là? Non. Est-ce que ce sont les candidats eux-mêmes qui ont déposé ces dossiers-là qui sont antidatés? Ou bien c'est d'autres personnes qui ont fait ces documents-là pour nuire au parti? Parce que ces explications aussi ont été données. Dans les documents, on dit qu'il y a eu d'autres documents qui ont été présentés, qui ont été antidatés pour simplement imposer et pour refuser la candidature du parti. Alors ça, c'est un véritable souci. Mais si cela est vrai, je pense qu'il va falloir qu'on revérifie un peu autour de ceux qui ont réceptionné des dossiers-là, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi cette décision a été prise? Oui, allez-y. Oui, alors pour peut-être continuer dans le même sens que Tenema Doumbouya, alors ce que nous n'avons pas dit également à nos auditeurs et ceux qui nous regardent, c'est que ce n'est pas le fait que certains dossiers soient rejetés par endroits qui a beaucoup plus motivé. C'est l'une des raisons, bien sûr, mais ce n'est pas ça seulement qui a motivé le retrait. Parce que le Frondeg a aussi touché l'article 157 du Code électoral qui soulève donc une question de légalité concernant donc la participation des hauts cadres de l'administration et donc qui a parlé, le parti pointe spécifiquement du doigt la candidature du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Et sinon, donc, le Frondeg, cette candidature viole l'article 157, comme j'étais en train de dire, du Code électoral qui impose la démission préalable de certaines fonctions institutionnelles pour garantir l'égalité entre les candidats et l'impartialité de l'État. Et donc, ça fait que vraiment, surtout, cette partie, le Frondeg dit que ces anomalies peuvent causer des incidents isolés, mais ça peut aussi provoquer un schéma cohérent visant à orienter l'issue du vote. Alors, mais écoutez, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le parti à ce niveau-là, parce que simplement, ils ont été à l'élection présidentielle et le président et pendant justement, je suis d'accord avec le président n'était pas fait se présenter du moment où la candidature du président de la République a été acceptée. Ils sont partis affronter le président dans une élection pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Dans les urnes. Les citoyens ont opté pour le président sortant, le président qui était le président de la transition, qui n'était pas sortant, pardon, et qui était le président de la transition. Au moment où son parti a été deuxième, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, eh bien, qu'on accepte les autres candidatures. Moi, je ne vois pas de problème à ça. Sinon, c'est depuis le départ. S'il voulait il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. S'il voulait dénoncer cela, il devait se retirer de la présidentielle. À la présidentielle. Ok.
Comme ça, on aurait pu comprendre ce que le Frondec veut mettre en avant ici. Mais maintenant, là, qu'ils viennent nous dire, parce qu'il y a eu la candidature de Dansa Kourma, il y a eu la candidature de Côté Mbedouno ou autre. Moi, je pense que ce n'est pas une région qui va les pousser à quitter ce processus électoral. Qu'ils restent dedans, ils ont déjà gobé cela, ils ont déjà accepté cela, qu'ils continuent à accompagner, qu'ils continuent à aller affronter ceux qui veulent être candidats, c'est que le parti ne doit pas avoir peur. À mon avis, aujourd'hui, c'est un parti politique qui a du poids. Parce qu'il y a une influence quand même sur la communauté à la base. Une influence, si vous permettez, qu'il y a une influence, mais moi je pense que si le parti, disons que c'est un parti nouveau-né, disons comme ça, parce que ce n'est pas totalement, en fait, le parti vient, c'est seulement avec les élections présidentielles, disons, récemment là de 2025, et donc que le parti s'est vraiment montré et avec une certaine capacité de mobilisation. Mais attention, quand on est dans la politique, il ne faut pas aussi être catégorique à tout bout de champ. Comme on le dit, en offre, on rappelait l'exemple sur Lansana Kouyaté. On a vu Lansana Kouyaté s'est fait lui-même effacer sur la scène politique guinéenne et jusqu'à présent, il n'arrive pas à se positionner. On l'a oublié pendant 10 ans. Et pendant ce temps, je vous dis que Lansana Kouyaté est en Guinée. Et en tout cas, il fait des va-et-vient et parfois même il tient des assemblées générales dans son parti. Mais il passe inaperçu. Même la presse n'en parle pas trop. Alors, peut-être Lansana Kouyaté a été Premier ministre dans ce pays. Même Abdoulaye a été aussi un ministre de la République. Mais ce qui reste clair, le Frondec, s'il veut vraiment se positionner sur la scène politique, il y a certaines, en tout cas, moi je n'encourage pas à tout bout de champ se retirer dans tout. Il ne faut pas continuer à se retirer. Sauf s'il avait l'intention de quitter la politique. De quitter la politique. Parce que le terrain vide, là, n'existe pas en politique. Les gens vont remplir, et surtout cette question de loyauté entre politique et citoyen, c'est même une question de temps. Et d'intérêt. Et surtout. Si tu n'es pas là, que celui qui est là, on fait avec. Mais bien sûr. C'est clair. On l'a dit, le temps de PEDN avec certains députés. Quand on a dit de se retirer, certains ont dit non. Ils ont siégé et finalement, ils ont ajouté aux autres pour former des coalitions et ça continue. Donc, et ils ont même quitté le parti pour revenir dans le parti allié. Justement, c'est pour vous dire que la politique de chasse vide ne marche pas. Ça n'arrange pas. Surtout que vous avez déjà commencé. À mon avis, le parti doit revenir à la raison et partir, continuer à aller en concurrence, aller se battre sur le terrain pour pouvoir obtenir des mairies et être à l'Assemblée nationale. Et surtout, pour pouvoir s'opposer à ce qui ne doit pas être, ce qui ne doit pas passer et accepter ce qui peut être utile pour la population. Alors, c'est tout élément. Rapidement, de l'autre côté, je pense que la politique de la chaise vide qu'ils veulent créer là aura un impact sur le parti. Parce que simplement, il n'y a pas eu grande représentation lors des élections présidentielles. Maintenant qu'il y a la possibilité pour ces militaires et sympathisants d'être dans les différentes structures étatiques, on se retire. Alors, les autorités chargées de la mise en place de ces élections aussi doivent comprendre que ce n'est pas bon que ces partis politiques se retirent. Ça ne donne pas une bonne image à l'élection. Ils doivent faire tout ce qui est de leur mieux pour pouvoir permettre à ces partis politiques de venir concurrencer ceux qui sont là déjà et afin d'avoir une élection démocratique, libre et transparente. On ne demande pas à ce que tous les partis politiques soient là, mais que tous ceux qui ont rempli quand même les conditions soient là. Et voilà, maintenant, si un parti, quel qu'en soit le parti, s'il ne respecte pas les conditions, voilà, on est dans une république, appliquer la loi. Là, je suis catégorique, totalement d'accord. Maintenant, voilà ce qui m'amène à une question tellement de soulever tout de suite. Voilà, cette démission annoncée, ce retrait annoncé, est-ce qu'on retirera tous les candidats parce qu'ils sont déjà validés? Bon, ça va poser problème. C'est ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il a demandé. Mais est-ce que c'est ce qui sera fait dans certaines communes? Vous-même, vous savez que ça, je ne crois pas. Ça a été dit, mais pas plus tard, non, tout à l'heure, il y a un candidat, qui a été appelé par l'un de nos confrères, mais qui a été catégorique. Il ne sera pas difficile pour lui de se retirer. Alors qu'il est validé. Alors qu'il est validé par la Cour suprême. Donc voilà un peu déjà. Ça va créer de l'opposition dans les partis. Au sein du parti. Et ça va être source de problème. Alors c'est pourquoi je me dis, il faut se concerter d'abord avec les candidats qui sont déjà présentés, qui ont les documents validés. Si on demande à tout le monde de se retirer, je pense qu'il y aura de l'impact. Certains risquent
d'aller sur peut-être un autre front qui n'est pas celui du parti. Et comment ça va se passer? Est-ce que ça va passer à l'élection vu que déjà ils ont été validés en tant que candidat du parti? Là aussi, il y a des petits soucis. Alors, il y a un souci, oui, Ali Sané. Moi, je pense aussi que le fait que le parti se retire de ce processus électoral, c'est comme si le parti arrivait à abandonner ses militants ou les militants qui croient en l'idéologie du parti. Parce que quand on est une force politique, on est un parti politique, le plus souvent, on a des idées qu'on avance, on fait des propositions et on dénonce certaines situations irrégulières. Maintenant, le Frontex arrive totalement à se retirer de ce processus électoral. N'oublions pas, il faut rappeler à nos auditeurs que nous allons partir le 31 mai avec un scrutin, avec un double scrutin et avec les communales et législatives. Si, par exemple, pendant, je ne sais pas, 7 ans ou 14 ans, le Frontex n'est pas associé à la gestion communale et à la gestion législative, je pense que le parti n'aura pas beaucoup de choses à dire. Peut-être, je ne suis pas en train d'être catégorique, mais peut-être l'autre stratégie peut-être que le parti va adopter, c'est de faire sortir les gens dans la rue. C'est la position critique. Voilà, on se met à une position, on critique les autres sur des sujets. Et voilà, moi je préfère que vous soyez sur le terrain, dans la gestion, et parce que les partis qui s'effacent, j'y arrive, et c'est créer toujours le problème parce que ça serait très difficile de revenir. Parce que si vous n'êtes pas là, encore une fois, je l'appelle, on fait avec ceux qui sont là. Et c'est clair. Et moi, j'aimerais vraiment faire comprendre aux Frontex qu'ils doivent tout faire pour être à l'Assemblée. Qu'on ne laisse pas l'Assemblée nationale à l'apanage des partis qui sont déjà acquis par les autorités. Ah non, ça n'existe pas tellement. Ça n'existe pas tellement. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Des alliances aujourd'hui. Il y a le JND qui présente des candidats partout. Si sur qui certains citoyens comptaient pour aller voter, par exemple, se retirent, ils seront obligés d'aller voter pour le GND. Alors, vous savez tellement. Et tout sera béni, oui, tout ce qui viendra va passer. Alors, s'il n'y a pas lieu de faire passer, ça va passer. Alors, tellement, moi, je pense qu'il y a un souci, parce que lors des élections communales et législatives ici, je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est que, bien sûr, on entend beaucoup sont sous label de la GMD, mais attention, vous savez, les citoyens votent pour les communes et le plus souvent, les personnes qui sont présentées comme candidats, si la personne n'est pas crédible à la base, dites-vous que même si c'est la GMD, les gens ne vont pas voter. Alors là, voilà pourquoi cette élection, c'est une élection qui a des enjeux quand même pour la nation. Moi, je pense, si par exemple dans une commune comme l'Ambani où nous sommes, la GMD décide de mettre quelqu'un qui n'est pas crédible à la tête comment on appelle, de la commune, et sur une liste, c'est fort probable qu'un parti méconnu ou un candidat qui n'est pas très bien connu, qui a quand même une base assise dans ce quartier, dans cette commune, gagne les élections au détriment de la GMD et de n'importe quel autre parti. Parce que les gens sont vraiment critiques sur certaines listes et les personnes qui sont à la tête comment on appelle, qui sont des têtes de liste, n'inspire pas assez. Mais ça a été dit quand même. Être en tête de liste ne signifie pas que tu es directement le maire qui va être choisi. C'est là où je ne parviens pas à comprendre la dame Guéna Touré. C'est pourquoi d'ailleurs on a besoin d'être dans ce studio pour qu'elle vienne nous expliquer davantage les processus de préparation de ces élections. Parce que il y a beaucoup de choses à dire autour quand même de ces préparatifs-là. Alors, tu l'as dit, la personnalité du candidat compte vraiment. Compte beaucoup sur ces listes, surtout dans les communes. Parce que c'est une élection à la base. Et on connaît qui est qui. Aujourd'hui, vous présentez quelqu'un qui est allé faire du mal à tel ou tel. Déjà, il y a certains qui sont accusés de détournement. Ça pose problème. D'abord, l'image est ternie. Si ce jugement-là ne prend pas fin avant les élections et que l'intéressé ne soit pas blanchi, donc ça pose problème. Ça pose problème. Mais comme la dame l'a dit, peut-être on va appliquer cette règle exceptionnelle. Tête de liste ne veut pas dire premier représentant. Alors ça veut dire, si Oumar quitte, c'est que c'est Alpha qui vient. Alors ça veut dire quelque part, peut-être la GMD est sûre de pouvoir gagner les communes. Je ne dirais pas, excusez-moi de vous interrompre tout de suite, mais l'autre, je ne dis pas une erreur, mais moi je pense que le Frontex est allé un peu plus loin. Peut-être le Frontex se veut formaliste de certaines situations. Je suis entièrement d'accord avec le parti de saisir les juridictions compétentes pour contester les décisions
de l'administration électorale, mais aller quand même jusqu'à interpeller la CEDEAO et l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, je tombe des nues, comme on le dit. Sérieusement, moi je pense que si vous avez vraiment des recours à déposer, allez-y dans nos juridictions locales. Soit c'est accepté ou c'est refusé. Sinon c'est juste vendre le pays à montrer une mauvaise image. Parce que ces structures-là... Non, peut-être, non, attendez. Il peut y avoir des impacts. Vous avez vu l'impact de l'Union africaine sur le Mali? On parle d'une élection communale, locale. Non. On parle d'une guerre de terroristes. Mon grand frère, on parle d'une guerre de terroristes. L'Union africaine n'a pas impacté. Comment l'Union africaine peut impacter une élection locale qui se passe entre les communes et les circonscriptions régionales? Ce que j'ai envie de te faire comprendre, peut-être ce retrait-là peut pousser ces institutions internationales-là ou ces organisations-là de dire qu'il n'y aura pas de transparence. Et cela ne va pas... Ils vont se retirer peut-être du suivi de ce processus électoral qui est en cours dans le pays. Ça peut décrédibiliser un peu, ça peut décrédibiliser quand même la crédibilité d'une élection. Moi, je pense que la crédibilité d'une élection aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, ce monde moderne, c'est la crédibilité interne. Est-ce que les Guinéens croient en ces élections? Parce que vous allez comprendre, il y a l'analyse politique. Je suis d'accord avec vous, Clément. Et si vous m'excusez, alors l'analyse politique le disait la fois dernière, et je n'avais pas analysé cet angle, et c'est vraiment important, mais semble bien c'était avec vous, lors d'un entretien avec Dr Moussa Samoura, qui disait que les institutions internationales suivent beaucoup plus leur intérêt dans le pays en question qu'imposer souvent des pressions sur eux. Voilà pourquoi je dis, il a pris un exemple, il dit, si vous faites attention, tous les dirigeants du Moyen-Orient ou bien du Proche-Orient qui étaient considérés comme des terroristes, lorsqu'il était dans un camp défavorable aux institutions internationales, à ces organisations qu'on appelle souvent des organisations de pression sur les pays, et voilà, une fois qu'ils ont changé de posture, ils sont devenus responsables. C'est le cas par exemple de la Syrie, et voilà, il est devenu tout de suite là le bonhomme à soutenir à tout prix. Je pense encore une fois la crédibilité interne, même si la première question qui ne faisait pas partir, mais oui, les structures là, je pense qu'il faut se battre pour que notre justice soit forte et qu'elle puisse prendre des décisions contre des choses qui violent nos principes, mais les organisations internationales là. Pour terminer avec ça, je vous donne un autre exemple à part la Syrie. Vous avez vu 2 troisièmes mandats en Afrique, celui de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Un est félicité, l'autre est dénoncé. C'est quoi la crédibilité entre eux? C'est quoi la différence entre 2 troisièmes mandats? On a vu par exemple un coup d'État critiqué aussi au Mali, en Guinée et autres. Et voilà, pendant que le Tchad est bien félicité, quand même, il y a quelque chose. Moi, je pense que ces institutions, pour le moment, ne peuvent pas arranger les situations dans les pays. Le monde est trop sur les intérêts. Alors, mais ce retrait peut porter impact sur la confiance des citoyens. À l'interne, bien sûr, là, je suis entièrement d'accord. Je vais dire que c'est les institutions locales, les institutions du pays. Voilà pourquoi les citoyens. Ça peut pousser les citoyens à ne pas avoir trop confiance Je suis entièrement d'accord avec toi et voilà pourquoi les juridictions doivent communiquer. Si réellement, parce que ce retrait, vous savez, c'est trop facile avec les politiques aussi de dire ça c'est pas bon. Et voilà, j'ai fait ça, voilà pourquoi je me suis retiré. Mais si les juristes, par exemple, parlent, même si le plus souvent on a des mémoires souvent calées avant même une décision prise, la justice, elle dépend de celui qui écoute. Voilà, le plus souvent, ce qui est juste dépend de celui qui écoute. Et si vous avez déjà l'esprit ailleurs, même si la justice est prononcée, voilà, le plus souvent, l'esprit voit autre chose. Alors, si on changeait le sujet un peu pour revenir sur cet autre sujet-ci essentiel, c'est bien sûr le deuxième sujet dans cette émission, l'affaire Badra Koné, ancien président de la délégation spéciale de Matam, également tête de liste, si on peut le dire, du mouvement GMD pour les élections communales, comparé donc même ce matin devant la CRIEF. Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, la personne
était détenu depuis un certain temps en garde à vue, donc au niveau de la DCPJ, alors où des choses se sont passées. Encore une fois, avant de venir avec Ali Sané, avant de venir avec Tenema, reviens sur la situation. Où en sommes-nous avec ce dossier? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Badra Koné, on lui reproche beaucoup de choses. Avec un sourire? Oui, je souris parce que quand il y a des montants faramineux, quand vous entendez sur une seule personne, une seule personnalité, et qui est censée aider des millions ou des milliers de personnes, lui seul, il emmagasine tout ça. Mais c'est une accusation d'avoir à C'est pourquoi j'en ris. Alors, allez-y. Allez-y alors. Il y a eu quand même une évolution rapide du dossier qui témoigne de l'accélération des procédures de la CRIEF parce que là aussi, il faut saluer donc l'arrivée de Charles White. L'actionnaire. Pour le moment, l'actionnaire, lui, ne parle pas seulement. Si vraiment il sort pour parler, c'est pour vraiment donner des choses vraiment concrètes. Alors, il faut quand même rappeler que ça a été l'action judiciaire a été tellement rapide. Le 23 avril déjà, il y a eu le placement en garde à vue de Badra Koné et ainsi de suite. Donc, ce qui est reproché à Badra Koné, et comme vous l'avez demandé, les investigations portent sur une gestion jugée opaque de la commune de Matam, impliquant donc des montants importants et des pratiques de favoritisme présumé. Voilà. Donc, les principaux chefs d'accusation sur Badra Koné, c'est le détournement de deniers publics de sources évoque un montant global dépassant, écoutez bien, dépassant 600 milliards de francs guinéens. Waouh. Je dois rire ou bien? Non, non. C'est dangereux d'ailleurs. C'est dangereux d'ailleurs. On doit en pleurer. Pas rire. Si cela s'avère, c'est vraiment conséquent. On a dit avoir 100 000 francs par jour. Et il y a également enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption. Il y a aussi un chef d'accusation qui est le conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux en écriture publique. Alors si vous voulez, ces détournements se sont passés dans certains projets concernant la commune de Matam. Par exemple, en ce qui concerne le marché Sokoba, il y a eu des irrégularités présumées. Donc, le montant pour le marché, c'est estimé à 1,2 milliard de francs guinéens. On dit des irrégularités, seuls 200 millions ont été officiellement quittancés et donc le reste aurait été remis directement à Badra Koné. Dans le projet marché Sokoba et dans également le projet subvention infrastructure, plus de 25 milliards de francs guinéens. Et là aussi, des irrégularités présumées, c'est destiné, parce que le montant était destiné aux travailleurs de la commune. Utilisation suspecte par la délégation spéciale. Et donc, l'autre projet également, c'est l'aménagement parking mairie. De ce côté, le montant qui était débloqué à cet effet, c'est 7 milliards de francs guinéens. Et donc, les irrégularités présumées dans cette affaire, c'est le financement double présumé, fonds propres de l'entrepreneur sénégalais, et donc contre la caisse de la mairie. Donc, c'est-à-dire, le marché a été financé à 7 milliards de francs guinéens par l'entrepreneur sénégalais. Et maintenant, le même fonds ont été débloqués. Le même montant a été débloqué dans la caisse de la mairie. Comprenez-vous? Donc, également, il y a les boutiques communales où aussi il y a eu des montants qui ont été en tout cas engrangés. On parle de 8 à 32 milliards de francs guinéens. Et donc, les présumées irrégularités de ce côté également, c'est écart majeur entre les investissements déclarés par l'entrepreneur somalien et les redevances officiellement enregistrées. Et donc, pour terminer, il y a également école Air Makono. Cette école, donc, on ne connaît pas le montant pour la construction de cette école. On ne connaît pas le montant, mais le marché public attribué à une entreprise appartenant personnellement à Badra Koné. Alors, vous avez compris donc 6 dossiers qui planent sur la tête de l'ancien président de la délégation spéciale de Matam, une commune très riche. Pour la gérer, il faut être vraiment attentif à ce que tu fais. C'est la commune la plus riche de Conakry. De la Guinée. De la Guinée. Il y a le grand marché de Madina. Seul suffit pour faire vraiment une bonne affaire dans le Grand Conakry. Ah oui. Alors, ce qui reste clair, c'est que
tout ce que nous disons là, c'est présumé. C'est présumé. Oui, bien sûr, c'est des accusations. Les enquêtes que nous avons eu à mener et qu'on a pu récupérer quelques documents. Et c'est ce que nous étalons à la place publique. Ce n'est pas dit que Badara Koné a forcément fait cela. Il faut le préciser. C'est clair. Voilà. Bien sûr. Alors, ce qu'il reste, c'est que si cela est avéré, je pense que on aura du mal désormais à croire aux Guinéens qui viennent nous donner des leçons de morale, qui font semblant d'être très clairs dans toutes les gestions. Je pense que ça va ternir l'image de beaucoup de personnes. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, il est devant la justice, mais moi j'ai beaucoup crié en Badara Koné. Pour moi, c'était un grand modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore confiance en lui, jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable, j'ai confiance en lui. Ah oui. Mais je me dis, si toutefois, c'est que ces accusations-là portées contre lui ne sont pas justifiées, et voilà, et qu'il soit condamné, je pense que moi, personnellement, il aurait déçu plus d'un. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissaient y compris moi. Parce que simplement, je le disais tantôt, c'est quelqu'un à qui j'avais porté beaucoup de confiance. Je me disais, avec lui, la commune du Matam va vraiment s'en sortir. C'est une commune qui allait avoir une autre image, mais avec cette situation, je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir autour de la gestion de nos différentes communes, non pas seulement en Matam, mais toutes les communes. Les délégations spéciales aussi doivent rendre compte. Parce obligatoirement. Il y a l'argent. Partout, il y a eu des fonds qui ont été reçus. Surtout pour le fonds pour l'assainissement de la ville de Conakry. Les communes ont reçu de l'argent à printemps. Alors, expliquez comment ça se passait. Parce que les tas d'ordures, moi, quand même, derrière ma maison, sont là. Alors, où sont parties ces sommes? Où sont parties ces sommes? Il doit y avoir des justifications autour de ça. Il doit y avoir des explications autour de ça. Et nous, on a besoin de tirer tout ça au clair avant le 31 mai. Parce qu'on n'est pas prêt à élire quand même un maire qui a déjà des casseroles, mais qui a déjà détourné des fonds et qui va revenir qui ne fera que 2 semaines à la tête de la commune avant de se retrouver à la criée. Alors, nous avons quand même signalé quelques irrégularités présumées et concernant la délégation spéciale de Matam et son premier responsable qui est Badara Koné. Mais là également, il faut rappeler que dans le code électoral guinéen, il y a l'article 66 du code électoral donc qui donne une certaine immunité aux candidats. Je reviens là-dessus parce que cette affaire de Badara Koné, il faut quand même dire la justice a été vraiment vivace, mais si on voudrait que les choses aillent, il faut que ça aille vraiment sur de bonnes règles. Et donc, l'arrestation de Badara Koné, comme je le disais, qui est dans le candidat validé par la Direction générale des élections, la DGE, soulève une controverse sur l'application de l'article que je viens de citer, l'article 66 du Code électoral, puisque l'argument de l'immunité, c'est quoi? C'est que le Code électoral dispose qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat avant la proclamation des résultats, sauf en cas de flagrant délit. Voilà pourquoi il est en flagrant délit. Justement. Voilà. Il était à la DPJ récemment et aujourd'hui il est déjà à la barre devant la criée. Je pense que c'est pourquoi on a orienté en flagrant délit. C'est ça le right qui est là. Alors encore une fois. Ça c'est pour informer à certains de nos auditeurs parce qu'on sait quand même que c'est important, il y a beaucoup d'intellectuels qui nous écoutent. On va plutôt parler peut-être de la violation d'une procédure alors que ce qui est en train de se passer est normal. C'est vraiment normal. Donc, la justice donc, argumente que ce statut est fragile tant que la candidature n'a pas été définitivement entérinée par la juridiction compétente, par exemple le tribunal de première instance de Mafanko. À ce stade, une candidature peut encore être rejetée, rendant l'immunité contestable. Si vraiment les choses s'avèrent vraies. Alors, ça donne un peu plus clair sur cette question parce que pour beaucoup de personnes, alors pourquoi vous l'avez validé ici et vous savez qu'il a de problème. Alors la question peut se poser, bien sûr, est-ce qu'il ne fallait pas, moi je le dis encore, il ne fallait pas détailler toutes ces choses de temps, au fait en détail, avant de déclarer tel candidat valide ou tel autre candidat valide. Parce que pour moi, il y a un souci. On est allé on est allé dans l'urgence des choses, à mon avis, et il y a eu d'ailleurs, on a tordu en quelque sorte la main à la règle qui avait été prédéfinie. Un décret même avait été pris
par le président, si je me rappelle, pour dire qu'aucun président de délégation spéciale ne devait se présenter. Ben, on est revenu sur tout ça. Et par la suite, on a demandé de démissionner. Et c'est ce qui a été fait. Mais sans pour autant permettre à ces gens-là d'apporter des justificatifs totaux sur la gestion. Et moi, je pense qu'il fallait, il fallait dire d'ailleurs de démissionner 5 mois, 1 an avant les élections. Là, on peut détailler bien sûr le contenu. On aura le temps de fouiller dans la gestion de ces présidents de délégations spéciales-là avant de porter candidat quand même pour une entité politique ou bien se présenter en tant que candidat indépendant. Alors, ce qui reste clair, camarade Abdoulaye, rapidement, c'est que la cause de Badara Koné doit servir de leçon à tous ceux qui vont gérer. Il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été invalidées parce que simplement il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. On a vu même ces partisans qui sont allés manifester. Ils sont allés manifester pour dire que pourquoi on le détient, c'est parce qu'on n'a rien contre lui. Alors, il est aujourd'hui devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Si toutefois il n'y a rien contre lui, on le saura. Alors. Mais si toutefois il est retenu coupable, ceux qui ont manifesté là doivent aussi nous rendre compte. Vous l'avez dit, ce n'est qu'un soutien politique. Alors, je voudrais dire en 30 secondes, Tenema, est-ce que vous voyez la justice guinéenne changer un peu? Est-ce qu'il y a un changement? Vous pouvez estimer qu'il y a un changement? Oui, il y a un candidat. Oui, il y a des changements par endroit. Parce qu'il y a des condamnations qui, depuis un moment, n'étaient pas. Qui sont incroyables. Mais aujourd'hui, qui sont là. On a vu certains partisans du mouvement politique même, du mouvement présidentiel même, et qui ont été condamnés. Et même si c'est au paiement des sommes, par souci parfois, mais je pense que si ça continue comme ça, il peut y avoir changement. Et le Guinéen peut avoir peur. Le changement ne doit pas venir des autorités politiques. Ça doit venir des autorités judiciaires. Les magistrats, à mon avis, ils doivent eux-mêmes se battre pour leur indépendance. Et cette indépendance, c'est de trancher et de dire rien que la vérité et toute la vérité, quel que soit le dossier. Le droit dans toute sa rigueur. Alors, est-ce que vous constatez un changement? Un changement, oui, je constate un changement. Et d'abord, il faut quand même dire que la justice guinéenne allait très très bien. Mais maintenant, où il y avait le problème, c'était cette justice spécialisée en tout cas dans l'audience, si vous voulez, je ne sais pas comment on utilise le terme là, dans la gestion des corruptions. Voyez-vous. Alors, c'est de ce côté, on laissait les gens faire. Mais on voit quand même qu'il y a un changement. Ça, je ne le dis pas que seulement ça commence par Charles White. Depuis Ali Touré, ça a commencé déjà. Bien sûr. Il y a un changement. Depuis le début d'ailleurs. Oui. Et cette affaire de Badara Koné vient encore rassurer certains Guinéens, comme moi par exemple. Parce que Badara Koné est candidat validé et également sur la liste de la GMD, le mouvement, disons, politique au pouvoir. On va pas quand même parler du parti politique, mais le mouvement politique au pouvoir. Donc, à un certain temps, on ne pouvait pas imaginer voir ceci passer en Guinée. Et à l'approche, il y a eu des ministres qui sont passés. On a besoin simplement que le verdict soit que le droit soit dit lors du verdict. C'est tout ce qu'on a besoin. Sinon, il y a eu des ministres quand même qui sont passés, mais finalement, les résultats nous ont resté sur nos faits. Alors, c'est Tenema Doumbouya. C'est comme ça, on se quitte au compte de ce nouveau numéro de votre émission Au cœur du débat. Côté technique ici et radio, c'est Amadou Kanté qui nous a accompagnés. Merci à Mamadou Malal Diallo. Derrière les caméras, merci à Lissane. Merci Tenema Doumbouya. Merci à nos techniciens à l'intérieur du pays et bonne suite de programme sur Bonheur FM.